Bonjour, c'est Scary on the Flow. On est sur un 40 degrés ressenti 150, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va parler culture, on va parler rap, on va parler excision, on va parler intersectionnalité, on va parler de pas mal de choses qui ont découlé d'une réflexion qu'on me fait beaucoup en ce moment, qui est, Alan, pourquoi t'écoutes du rap alors que c'est quelque chose qui est misogyne et que tu me dis pas forcément féministe, parce que de ce que j'ai compris, pour être dit féministe, faut que ce soit des femmes qui viennent te dire que tu es féministe, etc. Donc je ne me revendique pas féministe. Pour autant, je me revendique allié des féministes, on va dire. Et j'essaye du mieux que je peux de m'instruire assez pour pouvoir défendre la cause des femmes dans le monde. Quand je dis femmes, c'est absolument toutes les femmes, qu'elles se sentent femmes, qu'elles soient femmes biologiquement ou pas. Je m'en fous, une femme est une femme à partir du moment où elle a décidé d'être une femme. Et encore, certaines n'ont pas décidé d'être femmes. Bref, les concernés parleront mieux du sujet que moi. Mais en tout cas, voilà, moi je suis vraiment dans quelque chose de rechercher en tout cas à prôner leurs paroles, leurs valeurs et ce qu'elles veulent mettre en avant. Mais encore une fois, pour ça, personnellement, le chemin que je prends, c'est le chemin de mettre en avant le discours des personnes qui sont concernées. Ceci étant dit, dans ce contexte, étant quelqu'un qui consomme énormément de rap, on m'a beaucoup dit pourquoi tu te permets d'écouter ci, ça va à l'encontre de tes valeurs, etc. Nanani, nanana. Discours qui honnêtement est compréhensible aujourd'hui quand on voit l'état du rap actuel, on va dire. Cependant, ce que moi j'aime bien remettre en avant et un peu prôner, on va dire, dans mon discours et dans ma répartie vis-à-vis de ce questionnement, c'est que le rap, pour moi en tout cas, c'est avant tout une culture. C'est la culture de peuples opprimés, c'est la culture de communautés qui sont mises sur le banc de la société, etc. Et qui utilisent dans le rap, dans la culture hip-hop, toute une sphère de revendication, en fait, de revendication, de paroles. Et pour moi, à partir du moment où c'est une culture et donc tout ce qui est de l'ordre de la vie d'une communauté, de son développement, de son histoire, de son image, on n'a pas à venir, je prends avec beaucoup de pincettes, on reviendra dessus, on n'a pas à venir se positionner sur cette communauté, sur cette vie-là, encore moins sans essayer de comprendre comment cette communauté, comment cette vie, etc. s'est bâtie. Maintenant, un point qui est important à prendre en compte avec le rap, c'est que le rap aujourd'hui, ce n'est plus vu comme quelque chose de culturel. Du moins, ce n'est pas seulement vu comme quelque chose de culturel, ce n'est pas vu comme quelque chose propre à une certaine culture, c'est vu comme un élément musical. La musique appartenant dans cette société à tout le monde, quel que soit le genre, quels que soient les instruments, quel que soit le peuple, quelle que soit la culture, etc., etc. Les gens ne se renseignent plus forcément et les gens qui font telle ou telle musique ou tel style musical culturel ne s'intéressent plus forcément à la culture qu'ils empruntent en répétant du coup certains styles culturels. Et donc il y a une question d'appropriation culturelle, il y a une question de capitalisation culturelle et en fait cette intersectionnalité de la chose fait qu'aujourd'hui, notamment avec le rap, il y a énormément de dérivés qui ont été faits et donc la parole n'est plus la même, ou alors les paroles n'ont pas de sens revendicateur, on va dire, tournent souvent autour de la même chose, bien que dans le fond, le socle soit commun. Mais on l'aura compris, avant toute chose, il faut définir ce qu'est la culture. Donc la culture, c'est défini comme le fait déjà de cultiver la terre, donc dans l'agriculture. Cultiver qui est le fait de travailler, de soumettre à un soin, d'entretenir, de conserver ou de développer du coup la terre, un espace. Donc là déjà, ce que je trouve intéressant dans le terme de culture, c'est qu'on a à la fois cette question de développement, mais aussi cette question de soumission aux soins ou à ce que l'on considère comme des soins pour l'espace ou pour le groupe si c'est la culture d'un groupe. C'est-à-dire que, du coup, je disais, lorsque vous faites partie d'un groupe social, on reviendra dessus, qui est caractérisé, excusez-moi, par une culture, vous êtes soumis finalement à l'exercice de cette culture en venant appartenir à ce groupe social. Parce que cette culture appartient au groupe et vous, appartenant à ce groupe, vous avez cette culture à laquelle vous êtes soumise. C'est comme par exemple si vous êtes issu
d'un groupe social qui est caractérisé par une culture islamique ou chrétienne ou autre, vous allez être soumis à cette culture-là. Que ce soit de manière explicite ou de manière passive, vous allez quand même être soumis à cette culture parce que cette culture fait partie de votre groupe et donc vous allez soit intérioriser des biais de cette culture, soit en revendiquer, soit en rejeter, mais en tout cas vous allez les connaître. Chose que vous n'auriez pas forcément eu si vous ne vous étiez pas intéressé à ce groupe social ou si vous n'en aviez pas fait partie. Par exemple, je suis haïtien, du coup j'ai des biais culturels de la culture haïtienne parce que j'ai été soumis à cette culture-là de par la descendance de ma mère, puisque justement on a grandi dans cette culture, etc., puisqu'elle-même a grandi dans cette culture, etc., etc. Pour autant, j'ai des biais de la culture guadeloupéenne, alors que j'ai personne dans ma famille qui est guadeloupéen, mais pour autant, je me suis intéressé, j'ai appris et cultivé mes connaissances de cette culture-là. Mais la culture, c'est aussi le fait de vivre et de faire vivre et proliférer en milieu approprié. Donc on a encore cette question de l'espace, mais on a aussi cette question de venir développer, encore une fois, et surtout de multiplier finalement, de venir multiplier des choses, des éléments, les personnages, on va dire, de ce groupe social dans cette culture, grâce à cette culture, avec du coup des rituels, des actes qui se disent appropriés pour faire évoluer, faire vivre et proliférer ce groupe. Donc le but de la culture jusque-là, c'est, comme on l'a défini, le fait de développer le groupe, le fait de lui donner une appartenance, le fait de lui donner des connaissances qui puissent être bénéfiques, on va dire, pour ce groupe, pour lui permettre de vivre, pour lui permettre de rester en vie et pour lui permettre de se proliférer, donc de s'agrandir, de pouvoir se développer au sens géographique. Et donc ces connaissances culturelles sont définies comme des facultés spécifiques de l'esprit qui sont développées du coup par un exercice intellectuel approprié. Donc on a encore cette question de l'appropriation, de qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui est à un tel ou à un autre en fonction de son histoire, du milieu dans lequel il est, etc. Par exemple, si on prend la question de l'agriculture, on ne va pas nourrir de la même manière une ortie et une rose, par exemple, ou un cactus et un tournesol. Parce que les terres ne seront pas les mêmes, les engrais ne seront pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, et donc c'est pas le même milieu, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas les mêmes choses, les deux n'ont pas des besoins qui sont appropriés de la même manière, on va dire. Mais donc, comme il y a cette question de développement, il y a vraiment cette question et ce besoin d'exercice intellectuel, donc d'exercice de l'esprit. C'est d'ailleurs pour ça que, et on en a fait plusieurs épisodes de Les mots à leur importance sur TikTok, que la culture, ça renvoie beaucoup à la formation, à l'éducation, à l'endoctrinement, au conditionnement, etc. Parce que tous ces termes regroupent une seule et même chose finalement, qui est le fait de partager du savoir avec les personnes en face et de leur permettre du coup d'apprendre de nouvelles choses. Et donc en leur apprenant de nouvelles choses de manière à ce qu'ils fassent un groupe, puissent le développer et se proliférer, c'est ça qu'on appelle la culture. Donc c'est un peu lié. Si on veut, l'éducation, l'endoctrinement, la formation, le dogme, etc., ce sont des outils culturels. C'est en ce sens qu'on dit notamment par exemple que la culture, c'est l'ensemble des aspects intellectuels et artistiques qui caractérisent une civilisation. Ou encore que ce sont l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, qui caractérisent donc cette civilisation ou ce groupe social. Parce que on peut avoir une culture d'un peuple, tout comme dans ce peuple, une famille peut avoir sa culture familiale au sein de ce peuple, et tout comme la fratrie peut avoir sa culture en tant que groupe social à fratrie, dans la famille, qui est dans le peuple, qui est dans le pays, qui est dans le continent, qui est sur la terre. C'est surtout plus on se penche en fait sur les civilisations et sur les groupes sociaux, plus on arrive à faire des distinctions, on va dire, et en regroupant ces distinctions, on voit des différences de culture, on voit des ressemblances, on voit des similitudes, bref, plus tu t'intéresses, plus tu trouves des choses finalement.
Et c'est donc en ce sens, si on revient sur le sujet initial qui était le rap, que l'on comprend que le rap est effectivement un outil culturel, une culture à part entière pour un groupe social qui sont les personnes qui sont marginalisées dans les banlieues et les ghettos. C'est pourquoi lorsque l'on se penche sur les fondamentaux et les fondateurs du rap, que ce soit aux États-Unis, en France ou autre, on voit que ce sont toujours des gens qui sont en banlieue, donc qui sont au banc du lieu principal, au banc de la société. Donc nous par exemple, c'est tout ce qui est les banlieues parisiennes, etc. Qui viennent revendiquer du coup leur vie dans ces cités, dans ces banlieues, dans ces ghettos, qui viennent parler de ce qui se passe dans leur vie, de ce à quoi ils sont confrontés, de leur culture en fait tout simplement, et qui viennent partager leurs connaissances, ce qu'ils ont appris, quel est un peu le comportement approprié dans ces zones, dans ces espaces géographiques, etc. Sachant que ces espaces étant des espaces particuliers avec des civilisations particulières, du moins différentes du grand groupe, de la grande masse, puisqu'ils viennent oser de par leur culture se montrer différents et revendiquer leurs différences, ça peut créer aussi dans l'intersectionnalité des stigmatisations sociales cet effet de zoophisation, qui est du coup le fait que les gens viennent dire qui viennent les pointer comme des bêtes sauvages ou comme un groupe totalement à part, etc. Ce qui est notamment quelque chose qui est mis en avant par le racisme, puisque ça classe des groupes sous forme de race sociale, puisque le terme de race biologique a été prouvé qu'il n'existait pas, mais sous forme de race sociale, et donc à travers lesquels, lorsqu'il y a des mélanges, ça peut se faire sur le biais de la haine. Je rejette la personne qui est différente comme un animal qui pourrait être sauvage, dangereux pour moi. Ça peut être sur le biais du fantasme. Je pensais que telle culture, tel peuple pouvait être dangereux, mais en fait, ah non, en fait, ils ont rien, mais ils donnent tout, etc. Tout comme ça peut être sur plein de choses, sur la fabulation, sur le mi-rejet, la mi-acceptation, la mise à l'épreuve, la recherche de ressemblance. Il peut y avoir plein de choses dans l'interculturalité et dans les partages culturels qui soient bénéfiques comme désavantageux, on va dire, pour une culture ou l'autre. Ceci étant dit, ce que je trouve intéressant et important à remettre en avant dans cette question de culture, c'est qu'on est dans une société qui est profondément dominante et qui recherche continuellement à reprendre le contrôle sur tout ce qui diffère, sur les personnes et les communautés, les groupes sociaux que l'on désigne comme déviants. En ce sens, toute culture qui ressort de la masse et toute personne qui ressort de la masse, que ce soit en groupe ou individuellement, est mise de plus en plus sur le côté. Et lorsqu'on ne peut pas juste les mettre sur le côté et les faire oublier, on essaye de récupérer leur image pour les mettre dans la masse, ou du moins, au minimum, les contrôler. C'est pourquoi il y a cette question d'appropriation culturelle. On a déjà fait un épisode de C'est quoi sur l'appropriation et l'appréciation culturelle. Et dans cette société, on est vraiment beaucoup dans l'appropriation culturelle et dans la capitalisation des cultures, ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines cultures sont jugées comme mauvaises, dégradantes, etc., jusqu'à ce qu'elles puissent rapporter un capital ou soient reconnues comme capitalisatrices. Parce que pour rappel, un capital, c'est une richesse qui est reconnue. La culture est une richesse qu'on la reconnaisse ou non. Cependant, dans cette société, certaines cultures sont reconnues et d'autres non. Ce qui fait que lorsque votre culture est reconnue, elle peut devenir un capital, donc une richesse qui vous permet, lorsqu'elle est reconnue, de vous enrichir. Par exemple, la culture anglaise est une richesse reconnue, donc savoir parler anglais, savoir connaître un peu l'histoire anglaise et la culture anglaise, ça vous permet de vous enrichir dans cette société. Là où d'autres cultures sont beaucoup moins reconnues, voire pas du tout reconnues, et donc la mise en avant de leur culture est davantage péjorative et donc dénouée de sa richesse première.
c'est un peu ce dont je parlais dans cette vidéo sur TikTok, qui est le fait que, en fait, lorsque vous n'êtes pas reconnu, votre identité n'est pas reconnue et c'est comme si vous n'existiez pas. Ceci étant dit, comme on est dans une société avec de l'intersectionnalité, pardon, j'arrive pas à parler, et donc une croisée des souffrances et des oppressions, bah, on a cette société qui, à la fois d'un côté, vient ne pas reconnaître des personnes et qui, d'un autre côté, vient capitaliser sur l'identité reconnue d'autres personnes. Donc, par exemple, pour le rap, avec la capitalisation de la culture hip-hop, bah, le système actuel de la société actuelle vient récupérer cela, donc faire de l'appropriation culturelle et faire comme si voilà, le rap appartenait à tout le monde, alors qu'il appartient à un groupe social très particulier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent devenir rappeurs peuvent devenir rappeurs, c'est même devenu un métier. On peut donc capitaliser littéralement sur la culture et donc s'enrichir économiquement, se faire de l'argent justement en utilisant cette culture, en la connaissant ou non, déformant, en faisant ce que l'on veut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le rap est également une industrie. Tout le monde ne la connaît pas comme une culture. D'ailleurs, beaucoup de personnes ne savent pas que le rap et la culture hip-hop, ce sont deux choses similaires et même emboîtées, puisque le rap descend de la culture hip-hop. Il fait partie de la culture hip-hop. Parce qu'une culture, c'est aussi ça. Au niveau artistique, c'est une langue, un langage, un peuple, une danse ou plusieurs danses, des chants ou plusieurs chants, une manière de s'exprimer. Il y a énormément de choses qui regroupent la culture et il y a vraiment cette pluralité de culture. Et le rap fait partie du coup d'une culture beaucoup plus grande qui est la culture hip-hop. Donc avec le breakdance, avec énormément de choses finalement. Mais là où je voulais en venir, c'est que beaucoup de personnes du coup venaient me dire voilà que le rap c'est misogyne, le rap ça crée des différences, etc. etc. Là où, personnellement, en me penchant davantage sur cette culture, mon regard se porte surtout sur le fait que ça met en avant certaines différences. Et que lorsque l'on vient séparer l'industrie musicale de la culture musicale, ici culture hip-hop, on vient se rendre compte que dans la construction de ce groupe-là, il y a des choses qui ont été freinées, il y a des choses qui, à mon sens, méritent encore d'être développées. Mais encore une fois, la culture, c'est un développement, c'est ce qui nous permet de nous développer. Et parfois, il faut laisser le temps au temps et donc laisser les gens pouvoir avoir de nouvelles connaissances, en apprendre plus, se pencher davantage sur leurs groupes sociaux, sur les droits de chacun, sur les connaissances de chacun, sur les besoins de chacun, etc. pour faire évoluer leur regard sur la chose. Et à ce moment-là, c'est aux personnes qui font partie de ce groupe social culturel, en se développant, de venir faire développer tout naturellement leur culture. Parce que les deux vont ensemble. Si le groupe évolue, la culture évolue avec. C'est un peu comme la culture française, bien qu'il y ait énormément de culture en France. Si on prend la culture française en tant que telle, on se rend compte qu'au fur et à mesure de son histoire, elle a évolué, elle s'est agrandie, elle s'est diversifiée, elle s'est davantage sectionnée, ce qui fait qu'aujourd'hui, cette culture n'a pas les mêmes valeurs et les mêmes outils que dans le temps, et que du coup, de nouveaux combats se sont levés, de nouvelles éducations se sont faites, de nouveaux regards ont vu le jour, etc. Mais c'est parce que le temps passe et que les cultures et les peuples évoluent. Et donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que pour certaines cultures, pour certaines choses artistiques, pour plein de choses, en fait, on base notre regard sur quelque chose de fixe, alors que la culture, c'est un mouvement, tout comme la vie est un mouvement. Et donc, pour le rap, personnellement, je dirais que ce qui est intéressant, au-delà de se positionner, même si c'est important de venir dénoncer ce que l'on ne trouve pas normal, etc., comme dans certaines cultures où il y a l'exclusion, où il y a les mariages de force, les mariages entre adultes et enfants, où la femme est un objet d'échange, où il y a pas mal de choses qui sont questionnantes finalement. Je trouve ça important de le dénoncer. Mais je trouve ça davantage important derrière de venir comprendre comment cette culture s'est faite, sur quoi elle s'est construite, et surtout là où elle en est en fait. Et là où son peuple, le peuple ou le groupe social, comme vous préférez, qui est caractérisé par cette culture, là où lui en est réellement. Sachant que pour beaucoup de cultures, on a cette question de on va pas plus vite que la lumière, dans le sens où il nous a été montré quelque chose à un moment, donc on a une image
de cette culture à ce moment-là, mais si on n'a pas repenché notre regard dessus, en fait, nous, on est bloqué avec l'image de l'époque. C'est un peu comme quand on regarde le soleil, on met 8 minutes à voir les rayons du soleil. Enfin, là, on est à 8 minutes en vitesse de la lumière du soleil. Donc, lorsqu'on regarde le soleil, on voit le soleil d'il y a 8 minutes. Il y a un certain décalage. Et donc, c'est en venant se pencher, excusez-moi, directement à chaque fois comme ça sur le soleil, qu'on voit au plus proche comment il est. Mais il y a toujours cet écart, et pour réduire cet écart, faut s'en rapprocher. Là, pour le soleil, force à chacun. Mais du coup, pour les cultures, par exemple, pour savoir, je sais pas, comment est la culture haïtienne aujourd'hui, on va se renseigner sur voilà, ce qui se dit, etc. Mais pour le savoir davantage, il faut aller en Haïti et voir directement comment ça se passe. Et donc, tout ça, ça permet de se pencher davantage sur la culture de chacun, sur comment la culture s'est construite, sur comment nous, notre regard est sur cette culture, là où on s'est arrêté dans l'espace et dans le temps vis-à-vis de cette culture, comment elle y est aujourd'hui, etc., etc. Ce qui fait que, par exemple, pour la culture hip-hop, si on revient dessus, beaucoup de personnes ont une certaine image de la culture hip-hop qui n'est pas la réelle image d'aujourd'hui. Tout comme beaucoup sont dans l'image de l'industrie, là où l'industrie n'est pas en lien avec l'image culturelle réelle. Tout comme, par exemple, si je reste sur la culture d'Haïti, parce que c'est ce que je connais, on est dans quelque chose. Je disais donc, on est dans quelque chose de l'ordre de se rendre compte que le compas de l'industrie musicale n'a rien à voir culturellement avec le compas culturel d'Haïti. Parce que les choses ne sont pas dites de la même manière, n'ont pas été créées de la même manière, n'ont pas été pensées de la même manière, pour les mêmes raisons, par les mêmes personnes, et donc ne véhiculent forcément pas les mêmes choses. Tout comme Chata, tout comme la dancehall, tout comme les danses de Cuyade, tout comme le twerk, tout comme énormément de choses finalement qui, entre l'industrie capitaliste et sociétale aujourd'hui, qui reprend énormément de culture, et tout comme lorsqu'on les met en parallèle en fait avec les vraies histoires culturelles et toutes ces choses-là, on voit que finalement les messages ne sont pas les mêmes, les porteurs de ce message-là ne sont pas les mêmes, la construction de ces messages ne sont pas les mêmes, etc., etc., etc. Et donc, personnellement, je trouvais ça assez important de venir se pencher sur la question de qu'est-ce que la culture réellement, qu'est-ce qui se place derrière la culture, qui sont les personnes qui forment cette culture, est-ce qu'il y a besoin, entre guillemets, de venir se pencher sur est-ce qu'une culture est bien ou est-ce qu'une culture n'est pas bien, puisque, encore une fois, je le répète souvent en ce moment, mais on est dans une société assez binaire où, voilà, les gens sont beaucoup dans quelque chose de l'ordre de l'ordre de voilà, soit on est bon, soit on est mauvais, etc., etc., pardon. Ce qui fait qu'il y a énormément de policiers autour de moi. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parler. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des gens qui vont être dans quelque chose d'un combat parallèle, on va dire, et venir être dans quelque chose de l'ordre de, comment dire ça, de se dire, voilà, je ne peux pas être une mauvaise personne si je suis une bonne personne, etc., etc. Et rechercher finalement à être des bonnes ou des mauvaises personnes, et donc être dans quelque chose, devenir questionner finalement leur personne en tant que telle. Et on peut avoir, comme je le disais dans cette vidéo, du coup des personnes qui vont refuser, on va dire, en elles des choses qui sont inadaptées ou qu'elles trouvent comme mauvaises ou quoi, sans se pencher sur qu'est-ce qui les a menés à être comme ça, à se comprendre, pas forcément à accepter la chose, parce que tout n'est pas acceptable ou tolérable, mais tout se comprend. Et donc, en venant se comprendre, c'est là où on vient pouvoir se développer, puisque c'est avec les connaissances qu'on finit par avancer, par s'améliorer, etc., etc. C'est en ce sens-là qu'on peut venir se questionner sur finalement, est-ce que le rap est vraiment anti-féministe et misogyne d'office? Parce que si on vient prendre le rap dans ces questions de culture, de la culture hip-hop,
Donc là où il y a la danse avec le breakdance, etc. Là où il y a le chant avec le rap, là où il y a les discours, là où il y a le graphique et l'image avec tout ce qui est graffiti, etc. Là où il y a le cinéma, bref, toute la déclinaison finalement de cette culture. Est-ce que lorsqu'on vient prendre cette culture-là, on peut dire fondamentalement qu'elle est misogyne? C'est une question qui est importante, c'est une question qui est forte, et c'est une question dont, personnellement, j'aime dire non, puisque la culture hip-hop n'est en rien, à la base, misogyne. Parce qu'elle vient avant tout, et elle descend avant tout, d'un groupe social discriminé, stigmatisé, qui vient mettre en avant ce qu'est la vie dans la banlieue, dans le fait d'être mis au banc de la société, ce que c'est du coup d'être une femme en banlieue, d'être un homme en banlieue, d'être une femme racisée, un homme racisé, d'être dans l'intersectionnalité des choses et la relation à la société. Et donc la culture hip-hop vient être revendicatrice et appartient à ce groupe social marginalisé, et le rap en tant que tel est censé être l'un des outils pour l'expression de cette culture et donc pour l'expression de ce groupe. Le problème étant que le rap a été mondialisé. C'est devenu un effet de mode, c'est devenu quelque chose sur lequel on peut se pencher comme ça, sans faire partie du groupe, et surtout auquel on peut se dire appartenir, parce qu'il y a eu derrière une marginalisation et donc une industrialisation de la chose. Aujourd'hui, il y a des cours de rap, aujourd'hui, il y a des cours de hip-hop, il y a des cours de breakdance, il y a des cours pour venir appartenir et connaître finalement les codes de cette société. Et derrière, avec ces codes-là, avec les codes de ce groupe social, vous pouvez finalement faire un peu tout ce que vous voulez. Et c'est là où il y a cette récupération culturelle, cette appropriation culturelle et le non-respect des choses. Et donc, avec les codes du rap, donc qui sont des codes distinctifs car culturels, qui viennent représenter un groupe social, vous pouvez dire et faire n'importe quoi. Là où l'industrie musicale aujourd'hui utilise les codes du rap, donc de la culture hip-hop, pour venir faire passer et délivrer des messages qui sont commerciaux, qui plaisent aux grandes foules, donc aux autres groupes sociaux majoritaires, etc., notamment les gens qui sont oppressifs, et donc avoir des choses à caractère racial, à caractère antisémite, à caractère misogyne, à caractère validiste, plein de choses, mais du coup avec ces codes du rap, avec ces codes de la culture hip-hop, et donc ça permet de continuer de taper sur les personnes marginalisées puisqu'on prend leurs codes. C'est un peu comme si demain j'apprenais le Wolof pour pouvoir insulter des femmes, etc., etc. Et comme je viens parler en Wolof, on va dire, voilà, c'est comme ça que les Sénégalais pensent, etc., etc., parce que ce sont des choses qui leur appartiennent. Et en venant les récupérer, les réutiliser à des fins politiques, je viens utiliser leur image et donc tout ce qui leur appartient, tout ce qui les représente pour prôner mon discours. Et donc, je viens nous associer. Et ça, c'est quelque chose qui, du coup, la récupération politique, la récupération culturelle, ce sont des choses qui sont utilisées dans un but de séparatisme. Et c'est là où je trouve ça important, justement, de revenir sur l'essentiel de qu'est-ce que la culture, qu'est-ce que le rap en tant que tel, qu'est-ce que la culture hip-hop, qu'est-ce que le hip-hop, à quel groupe ça appartient, etc., etc., qu'est-ce qui définit une culture, là où elle s'arrête, etc., tout ce panel de choses finalement qu'on est en train de faire. Et c'est en ce sens du coup où je me pose la question personnellement, et j'y ai pas encore la réponse parce que je suis encore en cheminement sur la chose, de est-ce qu'on peut réellement se positionner sur la culture de quelqu'un? Parce que la culture de quelqu'un, étant donné que ça appartient à son groupe social, un groupe social étant dans un espace-temps, par exemple les Noirs d'aujourd'hui, le groupe social des Noirs n'est pas le même que le groupe social des Noirs il y a 40 ans, tout comme le groupe social de gauche n'est pas le même groupe social de gauche que celui d'il y a 40 ans, il n'est pas le même que ce soit, je sais pas, dans quel pays d'Afrique ou dans quelconque pays d'Europe, il est vraiment propre et la culture noire, africaine, des peuples noirs, etc., n'est pas la même dans l'histoire de chaque peuple, en fonction de sa géographie, en fonction de son époque, en fonction de ce qu'elle vit, etc. C'est là où les groupes sont de plus en plus différents et c'est là où, ce que je disais, du coup, plus on se penche sur les groupes sociaux, plus on découvre de cultures différentes. Mais donc, est-ce qu'on peut vraiment se positionner sur la culture des gens en tant que telle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on est en droit fondamentalement de venir juger des cultures? Je ne sais pas non plus. Non, moi, ce que je m'autoriserais à faire, personnellement, dans un but de respect des cultures, des différences, etc., ça serait plutôt de venir re-questionner les choses,
tout en me penchant évidemment sur la géographie, la géopolitique du peuple, la géopolitique de cette culture, sa construction, etc., pour venir en moi re-questionner ce qui se joue en moi vis-à-vis de cette culture, comment permettre à des personnes de cette culture, si elles en ont envie et si elles sont dans cette démarche, d'évoluer, etc., d'avancer, de se développer, de voir un peu plus loin, d'avoir des nouvelles billes en fait pour justement se développer, évoluer, aller plus loin dans leur culture. Ce qui est notamment fait, par exemple, dans le cas d'excision, de mariage forcé, etc., etc., qui sont des choses fondamentalement culturelles pour beaucoup de peuples, à beaucoup d'époques, qui l'ont été à beaucoup d'époques, qui l'ont été et qui ont été ramenées par la colonisation, par certaines choses ou par d'autres cultures, par des croyances, par énormément de choses, qui aujourd'hui, lorsqu'elles sont mises en conflit, on va dire, ou en lien avec d'autres cultures de nouvelles époques, etc., ou juste les mœurs et coutumes de l'époque actuelle, elles viennent être justement en conflit et donc ne pas pouvoir être coordonnées puisque les valeurs sont pas les mêmes, la vision des femmes n'est pas la même, etc., etc. Mais donc, à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que pour pouvoir faire avancer les choses, il y a besoin de dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ou plutôt expliquer derrière, voilà, ça c'est pas adapté. Personnellement, je préfère le terme adapté de toute façon, mais ça c'est pas adapté parce que ça vient pas prendre en compte, par exemple, les femmes dans leur considération, dans leur personne, ça vient les objectiver, ça vient les rapporter à telle image, à tel sens, etc., etc. Et donc être dans quelque chose davantage de réflexion finalement et de cultiver en fait les connaissances, de les apprendre, de les connaître et d'être dans quelque chose de beaucoup plus approprié puisque la culture se veut être appropriée à un groupe social, une époque, une géographie. Et pour moi, c'est quelque chose qui fait que l'on vient davantage réduire la stigmatisation de certains peuples en les réduisant notamment à des peuples arriérés, etc., etc., alors que c'est juste que ils n'ont pas la même temporalité que nous, ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils font est tolérable ou quoi, juste que ça se comprend, et encore une fois, c'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on doit l'accepter, mais ça fait qu'on vient les comprendre, qu'on vient en se penchant sur leur temporalité, sur leur vie, etc., etc., se rendre compte que on n'a juste pas la même temporalité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en arrière par rapport à nous, ça ne veut pas dire que nous on est en avance par rapport à eux, ça veut juste dire qu'on n'a pas la même temporalité et que du coup lorsqu'on vient être dans cette interculturalité, il y a besoin de compréhension, il y a besoin de se pencher sur les gens, il y a besoin de s'intéresser, il y a besoin de comprendre, il y a besoin d'énormément de choses en fait pour être dans un vivre ensemble et pour permettre à chacun de se détacher de sa propre culture, de ses propres connaissances et pour justement se cultiver davantage. Sachant qu'évidemment, encore une fois, il y a encore cette question de est-ce qu'on choisit vraiment sa culture? Est-ce qu'on choisit à quelle culture on appartient, etc., etc. Sachant que, comme je connais l'exemple avant, il y a cette question de lorsqu'on appartient à un groupe social, forcément, on a la connaissance de sa culture, on évolue dans cette culture, on intériorise des choses, etc. Et donc, forcément, il y a plein de biais culturels auxquels on appartient, qu'on va se revendiquer ou non, mais auxquels on appartient et qui nous appartiennent finalement, vis-à-vis desquels, tant qu'il n'y a pas, je dirais, une mise en relation avec un regard extérieur, il n'y a pas de ressortissement, on va dire, de cette culture, de cette image, etc., etc. Par exemple, dans une famille, si vous pensez tous la même chose, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient penser autrement, vous n'allez pas remettre forcément en question ce que vous pensez, parce que pour vous, c'est votre logique, c'est votre culture familiale, etc., etc. Là aussi, quelqu'un, même dans la famille, vient penser autrement et vient remettre en question certaines choses, vous, ça va pouvoir vous mettre dans une disposition de vous dire, ok, est-ce que telle chose est bien adaptée, etc., etc. Et du coup, ça pose la question de comment vivre sa culture, comment être adapté dans sa culture, entre guillemets, est-ce qu'il y a besoin de toujours être adapté ou pas, adapté à qui, pourquoi, comment. Toutes ces questions-là, en fait, la culture, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui, du coup, relance énormément de débats plein de fois et relance plein de questions parce que c'est un sujet vraiment complexe de fond et qui est dans quelque chose de l'ordre de l'intersectionnalité. Notamment sur le fait que, finalement, il y a autant de cultures qu'il y a de groupes sociaux.
et que en fait il y a certaines cultures qui ne sont pas reconnues parce qu'on le disait avant que la culture c'est une richesse qui n'est pas forcément reconnue, là où vous avez des industries et des organismes qui viennent prôner certaines cultures plutôt que d'autres, comme l'UNESCO par exemple qui a revendiqué récemment comme patrimoine culturel reconnu le compas, donc un genre musical en Haïti, comme du coup ce patrimoine culturel qui force le respect, entre guillemets, qui mérite d'être pérennisé, qui est reconnu dans le monde comme une richesse, etc. etc. Mais qu'en est-il de tout le reste de la culture? Qu'en est-il du peuple en lui-même? Qu'en est-il des autres cultures, de celles qui sont reconnues, de celles qui ne sont pas reconnues, de celles qui sont en train d'être reconnues? Est-ce que ça veut dire que certaines cultures méritent d'exister là où d'autres méritent de disparaître? Vous voyez, il y a vraiment toute cette question-là, mais j'en ai déjà parlé un peu sur TikTok, sachant que l'UNESCO elle représente un peu, en tout cas dans l'observation que moi j'en fais, ce biais un peu de la culture occidentale, qui est la culture de la domination, et donc la recherche de contrôle des cultures des autres peuples et de l'autre avec un grand A, à savoir que dans cette culture-là, on vient chercher à être soit dans le contrôle, soit dans la domination, soit dans la récupération, soit dans l'alliance, soit dans la reconnaissance ou la non-reconnaissance de l'autre. On vient être dans l'objectisation de l'autre, de sa culture, de sa personne, de son image. On vient, comme je le disais, mettre des termes comme arriéré, pardon, et comme incivilisé. On vient caler des jugements un peu partout, à gauche, à droite, pour créer cette diversité, pour créer cette différence, cette non-ressemblance, et donc cette altérité. Il y a moi et il y a les autres. Et donc tout ça, ça vient créer aussi un effacement de l'histoire, parce que vous avez énormément de peuples qui perdent leur histoire ou qui ne voient leur histoire racontée que par d'autres personnes, des personnes qui sont en dehors de leur peuple. Et donc, en fait, au fur et à mesure, vous avez des personnes qui perdent leur histoire parce que justement, elle ne se fie que à ce qui est raconté par les puissants, par les autres, par les gens qui sont venus se pencher sur leur culture, parce que finalement, au fur et à mesure du temps, plein de personnes perdent leur culture. Il y a des oublis culturels énormes, parce que le devoir de mémoire n'est pas toujours respecté. Le devoir de mémoire, des fois, est totalement bafoué. Vous savez, par exemple, Napoléon, ce qu'il kiffait faire, c'était envoyer les gens dans les troupes ennemies, et puis trouver les chefs de village ou les gens qui représentaient le savoir, la connaissance du peuple, du village, etc., le tuer, installer quelqu'un d'autre, et puis, en fait, toute l'histoire du peuple, toute l'histoire du pays était ainsi détruite. C'est aussi ce que fait Trump en ce moment. Il vient dans tous les lieux culturels, prendre les personnes qui sont les plus formées à la culture, à l'histoire, etc., et il vient modifier l'histoire. C'est ce que vous savez, Sterrin aussi, un des milliardaires français qui est en train de construire des parcs d'attractions un peu à gauche, à droite, qui racontent l'histoire de France, mais une histoire de France qui n'est pas vraie, qui est énormément romancée. Déjà que l'histoire de France qu'on apprend à l'école est énormément romancée, mais derrière, ce sont des choses qui restent et qui font que dans 150 ans, par exemple, si son truc tient encore, les gens, pour se fier à l'histoire de France, devront se fier à des parcs d'attractions, à ce qui se disait dans les médias, à des journaux, à des choses, etc., qui sont des outils médiatiques, politiques et d'information reconnus, et donc dits fiables, mais qui balance énormément de fake news et balance énormément de fausseté et change les cultures, change l'histoire. Et du coup, si vous changez l'histoire, vous changez les groupes, vous changez la culture en tant que telle, vous changez la réalité. Et donc, vous avez énormément de gens qui sont à côté de la plaque. On le voit avec la montée de l'extrême droite, par exemple, aujourd'hui, qui sont adolés comme des personnes qui sont pro-France, etc., qui aiment les gens, etc., alors qu'on sait très bien d'où ils viennent et qui ils sont. Mais dans 150 ans, par exemple, si on vient se pencher sur l'histoire de la France, il y aura cette question de, en fait, tout le monde pensait que les musulmans étaient mauvais, que l'extrême droite c'était la bonne chose, etc., parce que c'est le discours qui est énormément remis en question et mis en avant par les journalistes, par la masse finalement, et donc c'est ce que l'on retient entre guillemets. Et donc c'est là où il y a cette question de oubli de l'histoire, effacement de l'histoire, modification de l'histoire et de la culture, ce qui est également aidé par
des organismes comme l'UNESCO, l'ONU, et plein de choses comme ça, qui viennent revendiquer seulement ce qui est digne d'être revendiqué, etc., etc. Mais donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur le rap et sur la culture en général, et que du coup, au-delà de venir se questionner sur la culture, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'est-ce que ça apporte, etc. Il y a aussi toute cette question d'intersectionnalité, cette question de mondialisation, d'organisation de la culture, cette question de professionnalisation aussi de la culture et d'apprentissage de part et d'autre des cultures des autres par des gens qui ne sont pas issus de cette culture même. Donc c'est le cas pour la danse, c'est le cas pour les langues, c'est le cas pour le rap, c'est le cas pour l'art, c'est le cas pour les graffitis, c'est le cas pour énormément de choses, notamment pour tout ce qui est le yoga, tout ce qui est des arts martiaux, tout ce qui est du chant, du dessin. Il y a énormément de choses culturelles aujourd'hui qui ont été mondialisées, qui ont été popularisées, qui ont été vulgarisées, qui ont été dénouées de leur histoire, de leur sens, de leur culture en tant que telle, du lien avec les peuples, etc. Et de la construction en fait de cette culture. Et donc on a des autres qui viennent prendre votre culture, la modifier, la répandre à travers le monde comme si c'était la vérité et la réalité, ce qu'ils viennent témoigner, alors que en fait ils prennent juste un bout de votre culture, comme le Kama Sutra par exemple, qui est un bout d'une culture qui a été dénouée mais totalement de son histoire, de son sens, etc., qui aujourd'hui a une image hyper sexuelle et sexualisée dans le monde, alors que le Kama Sutra à la base c'est un pan d'un truc énorme de ce qu'on connaît. Et enfin bref, voilà, c'est plein de questions et de choses sur lesquelles, à mon sens, c'est important et pertinent de se pencher. Et je vous mets quelques liens aussi en description, notamment sur le rap, sur la culture hip-hop, etc. Parce que on en a un peu beaucoup parlé, mais je voulais aussi que ce soit une vidéo centrée surtout sur la culture en tant que telle, avec quelques biais sur certaines cultures, voilà, sur lesquelles je m'y connais un peu, sur lesquelles je m'oriente un petit peu. Mais il y a un lien sur la culture hip-hop directement, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo spécialement sur la culture hip-hop ou sur une autre culture, vous pouvez me le dire. Ou alors je pourrais vous renvoyer vers des personnes issues de cette culture, de la culture que vous voulez, pour que vous puissiez justement vous pencher davantage sur le travail de personnes qui sont issues de cette culture et pas juste sur moi qui vais venir apprendre un peu de la culture et vous partager ce que je sais, etc. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est quelque chose que je trouvais important. C'était peut-être un peu long, peut-être pas assez, je sais pas. C'était peut-être décousu à gauche, à droite, parce que voilà, il y a eu pas mal de perturbations à gauche, à droite. En tout cas, loin de moi l'idée de venir séparer l'art de l'artiste, etc. C'est pas une question de ça, c'est juste une question de venir se pencher plus particulièrement sur la construction des personnes, venir un peu plus les comprendre avant de les juger ou d'émettre tout simplement un jugement sur des personnes, sur le fait d'ailleurs que la culture n'est pas forcément là pour être jugée, bien que, comme je l'ai dit, on puisse, et que ce soit important, de venir dénoncer les choses, mais aussi que chacun évolue à son rythme, que beaucoup de personnes font des erreurs, que beaucoup de personnes se trompent de voie, que beaucoup de personnes font des monstruosités sur leur chemin, aussi, il faut se le dire, parce que parfois c'est pas des erreurs, parfois c'est des choix cruels et dégueulasses, abominables. Et c'est aussi important de comprendre comment la personne en est venue à ça, comment le groupe social en est venu à ça, comment le peuple en est venu à ça, comment cette civilisation est venue à ça, pour nous-mêmes, dans notre culture et dans notre développement et dans nos connaissances, ne pas répéter les mêmes choses, si on ne veut pas les répéter, ou au contraire, pouvoir les répéter si ce sont des choses que l'on trouve bénéfiques ou autres, etc. Ce qui rejoint un peu la question du devoir de mémoire. Mais donc voilà, c'était un peu plus un appel, on va dire, à reconsidérer la culture en tant que telle, à venir se pencher davantage sur les peuples, sur les gens, questionner les gens, parler avec les gens, en fait, tout simplement, apprendre à se connaître, soi et à connaître l'autre, à connaître les groupes sociaux, à connaître les groupes culturels, les différentes cultures, ou du moins à chercher à s'intéresser en fait à l'humain, aux personnes avec qui on vit, parce que finalement,
voilà, il y a eu la colonisation, mais on va dire que aujourd'hui, ça nous apporte la chance d'être dans beaucoup de mélanges culturels. Et donc, finalement, c'est une richesse, certes, à laquelle on a été soumis, mais une richesse quand même, et donc quelque chose qui peut nous faire beaucoup de bien si on décide de se saisir et de reconnaître cette richesse. Après, voilà, parler de richesse dans ce monde capitaliste, c'est un peu... Mais en fait, c'est vraiment du partage de richesse. Et c'est vraiment du partage tout court, en fait, d'humain à humain. Et ça permet à chacun d'aller de l'avant. Et personnellement, je trouve ça assez intéressant et important. C'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, finalement, pour partager de la culture, des connaissances, etc., etc. Mais du coup, voilà, pour moi, la culture, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec une histoire, en lien avec un moment, en lien avec un espace, en lien avec pas mal de choses. Et pour se pencher dessus, il y a besoin de se pencher sur l'espace, sur le temps, sur les personnes, sur leur construction, sur ce qu'elles ont vécu, etc., etc. Pour davantage comprendre euh, qui elles sont. Et évidemment, du coup, comme je le disais, je me répète un peu, pouvoir faire ses choix en fait derrière, tout simplement. Parce que le fait de vivre en société, dans ce mélange culturel, intellectuel, tout ce que vous voulez, c'est aussi quelque chose qui nous permet à nous-mêmes intrinsèquement de nous développer et d'avancer, d'aller de l'avant et de faire nos choix finalement. Puisque on fait des choix grâce à la connaissance que l'on a sur les actions. Voilà, voilà. J'espère que ça aura été un minimum clair. Je me suis un peu embrouillé les pinceaux dans pas mal de choses puisque j'avais le regard un peu partout sur ce qui se passait. Franchement, prenez soin de vous. Et ouais, j'espère que ça aurait été assez clair ce que je voulais dire. Au pire du cas, j'en reparlerai. Sauf vous me connaissez, hein. C'est pas les mots qui manquent. Mais voilà, prenez soin de vous. Passez une très bonne journée. En ce premier jour de juin, pour moi qui tourne cette vidéo, vous, je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, peut-être dans longtemps, je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, voilà, je vous aime très fort, prenez soin de vous et à la prochaine.